Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui, je pense, va être très intéressante pour vous. En ce moment, on est vraiment dans cette période un peu stressante, même très stressante, où on est en pleine sélection des masters. La plupart d'entre vous viennent tout juste de valider leur licence, ou leur master 1, ou veulent se diriger vers un master ou vers un master 2, sont toujours en train de passer par cette sélection, ont envoyé des candidatures, ont candidaté dans plusieurs masters, et commencent déjà à recevoir des réponses de ces masters. Et je suis passée par là l'année dernière, je sais à quel point c'est stressant, à quel point c'est angoissant, et à quel point lorsque tu commences à recevoir les premières réponses qui sont pas toujours très positives, tu commences à paniquer. Et si je suis prise dans aucun master, qu'est-ce que je vais faire? Et moi l'année dernière j'avais un plan B, intégrer un master non sélectif. L'année dernière c'était encore le cas, c'était encore possible. Aujourd'hui, comme vous le savez certainement, ce n'est plus le cas, ce n'est plus possible. Étant donné qu'il y a eu la réforme des masters, comme quoi voilà, la sélection n'est plus entre le master 1 et le master 2, a été du coup déplacée vers la transition entre licence et master, ce qui d'un côté paraît plus logique également, mais de l'autre côté on commence vraiment à stresser parce que du coup ça nous donne même pas une chance de s'améliorer ou même essayer un master, et directement il faut passer par une sélection. Si je devais passer en fait tout simplement par une sélection cette année, je pense que je l'aurais encore plus mal vécu que je l'ai vécu l'année dernière. Je me dirais mais là j'ai vraiment pas le droit de me louper quoi, parce que sinon je vais me retrouver sans rien. Ce qui m'a donné envie et l'idée surtout de faire cette vidéo là, c'est je fais partie d'un groupe sur Facebook, donc l'entraide des étudiants en droit. Je pense que les étudiants en droit doivent vraiment connaître cette page Facebook. Ces dernières semaines, j'ai commencé à voir apparaître énormément de publications, plein de publications d'étudiants qui justement se confiaient sur le fait que ils commencent à recevoir les premières réponses, que c'est que des refus, et que ils commencent à s'inquiéter et ils se disent mais qu'est-ce que je pourrais bien faire l'année prochaine si j'ai aucun master. Et là en fait dans les commentaires, les gens ils avaient tellement de solutions, tellement de suggestions, tellement d'idées que je me suis dit mais c'est incroyable qu'il y a tout ça qui est mis en place, qu'il y a tout ça qui est possible, et que en fait le pire, ce qui m'avait choqué, c'est que on nous dit rien en fait. On nous a jamais rien dit, on nous a jamais présenté les options, les possibilités qu'on avait en cas de refus de master. Les profs sont toujours partis du principe qu'on allait passer par la sélection, qu'on allait être pris au moins dans un master. On parle même pas des possibilités, des plans B qu'il y a pour justement en cas de refus de tous les masters, de quand même pouvoir rebondir sur quelque chose. Peut-être il part du principe que, étant donné qu'on est des étudiants, qu'on est déjà des grandes personnes, donc des adultes, on doit faire nos recherches nous-mêmes. Je suis d'accord là-dessus. Par contre, comment on peut s'informer sur quelque chose où déjà de base on sait même pas que ça existe quoi. J'ai listé les possibilités que j'ai trouvées grâce aux publications Facebook, mais également moi en ayant un peu réfléchi. Et j'arrive à une dizaine de suggestions, de possibilités quoi faire en cas de refus de master. Et il y en a plein où je les regarde et jamais à aucun moment ça m'est traversé par l'esprit. Pour moi, cette vidéo est essentielle à faire, mais juste indispensable. Tout commence à jouer maintenant, et c'est pour ça que je trouve ça essentiel que vous ayez également ces informations-là, pour que vous puissiez justement faire vos recherches de votre côté en ayant déjà toutes ces informations-là. Je vais vous parler de toutes les possibilités que vous avez en cas de refus de master, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire quoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes actuellement dans ce cas-là où voilà, vous commencez à recevoir les premières réponses, que c'est que des réponses qui vous satisfont pas, qui vous satisfont. Arrête de parler français. Vous commencez forcément à stresser, à paniquer, à vous demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire l'année prochaine. La réaction que vous avez certainement dû avoir, c'est directement de la culpabilité, de la honte un peu, de la déception. Ça fait mal à votre ego également. Et vous commencez à vous dénigrer, à être dur avec vous-même et à vous dire que si pour le moment vous avez que des refus ou que vous avez eu que des refus, ça veut dire que tout simplement vous êtes nul, pas intelligent,
que vous avez un profil pas du tout intéressant, que personne veut de vous. Si vous vous trouvez actuellement dans cet état d'esprit-là, tout ce qui se passe actuellement dans votre tête et tout ce que vous vous dites sur vous-même, ce n'est pas vrai et ce n'est pas la réalité. Vous êtes intelligent, tu es toi derrière ton petit écran, tu es intelligent, tu vaux la peine, tu as des compétences et des qualités et je veux pas que tu t'en doutes juste une seule seconde sur ça. Je sais, c'est très facile à dire qu'à faire. Personnellement, je crois énormément au destin et je suis persuadée du fait que toutes les choses arrivent pour une raison. Il y a quelque chose qui vous attend dans tous les cas et que toutes ces choses qui vous arrivent, ça vous arrive pour une raison, pour justement pouvoir rebondir sur quelque chose peut-être de différent, changer de direction ou même tout simplement rebondir sur en fait votre projet de base, ce que vous voulez faire absolument et que à la fin, dans tous les cas, vous allez arriver vers quelque chose qui vous rendra heureux et dans lequel vous allez vous sentir bien. Si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à avoir un master, c'est pas parce que vous êtes nul, vous n'êtes pas intelligent, c'est juste qu'il y a quelque chose qui a manqué dans votre profil, dans votre candidature pour ce ou ces masters-là. On va clairement se dire les choses honnêtement. Aujourd'hui, dans tous les masters, pratiquement dans tous les masters, dans toutes les facultés, tout ce qui regarde, principalement, ce sont les notes. Votre objectif, je suppose, est tout simplement d'aboutir à la fin à un projet professionnel. Vous vous lancez en fait sur le marché du travail. Et en fait, sur le marché du travail, concrètement, votre employeur en a strictement rien à battre du fait que vous avez eu 18 en RGO quoi. Le problème à la fac, c'est qu'ils regardent énormément les notes parce que tout simplement, c'est leur seul moyen de un peu connaître votre niveau en quelque sorte, de savoir si vous êtes impliqué, etc. Tu peux avoir une très bonne note parfois, tu peux avoir une très mauvaise note et tu comprends pas forcément pourquoi. Et que c'est vachement aléatoire et que ça signifie rien du tout. Pendant leurs années universitaires, ils ont toujours été très moyens et que finalement, une fois sortis, ils cartonnent. Je sais que c'est très facile à dire qu'à faire. Mais je veux quand même que vous gardiez tout ça à l'esprit. Comme je vous ai dit, du coup, il y a plusieurs possibilités qui existent en cas de refus de tous les masters qui vous permettent du coup de rebondir et de quand même avoir quelque chose l'année prochaine. Gagner en expérience, en maturité, approfondir votre dossier, encore plus le compléter, revenir en force l'année d'après et recandidater dans des masters. Toutes les informations en plus, tous les liens, etc., tout ce que j'ai pu vous trouver seront listés dans la barre d'infos. Si vous venez du coup de recevoir une réponse d'un master, un refus, le motif de ce refus c'est insuffisance au niveau des notes par rapport à d'autres candidats et par rapport à ce qui est attendu et demandé dans le master, insuffisance d'expérience en lien avec le domaine du master ou tout simplement d'expérience en général, et que vous êtes là, je comprends pas en fait pourquoi est-ce que j'ai un refus et surtout avec ce motif là, parce que je sais pas, peut-être vous avez 14 de moyenne ou que vous avez tout simplement vos meilleures notes se trouvent justement dans les domaines en lien avec le master, ou que vous avez justement de l'expérience, que vous avez fait plein de stages, que vous êtes investi, que vous êtes informé sur plein de trucs, et il y a quelque chose qui existe, qui est le recours gracieux. Qu'est-ce que c'est? Le recours gracieux, c'est un droit que vous avez en tant qu'étudiant qui a candidaté dans un master, que en cas de décision de refus de la part de la commission, vous pouvez rebondir et faire un recours gracieux auprès de la commission. Il y a telle et telle raison qui font que vous méritez votre place dans ce master. Revérifiez votre dossier, reanalyser votre dossier. 2 mois de délai pour le faire, à compter de la date où vous avez du coup reçu la notification du refus. Plusieurs papiers remplir, etc. Genre aussi faire une sorte de lettre de motivation où vous expliquez justement les différents motifs. Donc le lien que je vous ai mis dans la barre d'infos, c'est un lien concernant la Sorbonne, mais honnêtement je pense que c'est plus ou moins pareil un peu partout, mais je vous encourage quand même de revérifier sur le site internet de la fac où vous avez du coup postulé. Pour le recours gracieux, il faut déjà que vous mettez les raisons pourquoi est-ce que vous contestez la décision initiale. Accompagnez cette sorte de lettre de motivation avec des justificatifs qui attestent tout simplement toutes ces raisons. Si vous avez reçu des nouveaux éléments qui peuvent être extrêmement intéressants pour ce recours gracieux, à savoir un relevé de notes du dernier semestre, où vous avez juste encore plus cartonné, ou encore des lettres de recommandation. Donc là c'est extrêmement important de directement contacter en fait vos profs qui ont vraiment gardé
une bonne image de vous, une image d'un étudiant qui participe beaucoup, qui est très réactif, qui est très investi. Certains cas ça marche, dans d'autres cas ça ne marche pas, mais j'ai envie de dire qui ne tente pas n'a rien. Dans mon master à Lyon 2 en droit des affaires, il y en a quelques-uns qui ont essayé et qui ont réussi. Si vous êtes toujours dans cet état d'esprit que voilà, vous voulez absolument faire un master l'année prochaine, il y a la possibilité également de saisir les services rectoraux. Droit que vous avez, qui est le droit à la poursuite d'études. C'est lorsque vous avez reçu aucune réponse favorable dans l'ensemble de vos candidatures pour les masters. Les conditions pour ça, il faut que vous détenez un diplôme national de moins de 3 ans, vous soyez au stade Bac+3, donc que vous ayez que votre licence, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui marche lorsque vous avez obtenu votre M1 et que là, du coup, vous passez par la sélection pour entrer dans un M2, là ça marche pas. Vous avez un délai de 15 jours, donc soit 15 jours avant l'obtention de votre licence, soit ou alors 15 jours après l'obtention de votre licence. Votre projet personnel, votre projet professionnel, ce que vous voulez faire, dans quel domaine vous voulez vous diriger. Les services rectoraux auront l'obligation, d'accord, c'est l'obligation de vous trouver au maximum 3 endroits, 3 propositions de master dans votre région académique, à savoir dans la région où vous avez obtenu votre licence. Ce sera certes pas un master, pas le master de vos rêves peut-être, mais ce sera déjà un master dans un domaine que vous voulez faire et qui vous permettra de tout simplement aboutir à votre projet professionnel. Ça fait un peu mal à votre ego dans le sens où voilà, vous n'avez pas été choisi, il fallait saisir des services pour tout simplement vous trouver un master, mais honnêtement, on s'en fout. On s'en fout complètement, c'est-à-dire que de nouveau plus tard, quand vous serez avocat, juriste, ou je sais pas ce que vous voulez faire après un master, mais vous allez être vraiment content de quand même avoir eu cette possibilité-là, d'avoir eu ce droit-là et de l'avoir utilisé tout simplement. Demandez à votre fac de faire une année de césure, c'est-à-dire que vous continuez à être inscrit à votre fac, donc vous allez garder votre statut étudiant, vous n'allez pas faire des cours, participer à des cours à votre fac, mais ça vous permettra en fait tout simplement de faciliter tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que si vous finalement vous décidez de revenir après l'année d'après et retenter un master, ça sera moins galère d'un point de vue administratif. Dans le cadre de cette année de césure, lorsque vous la demandez à votre faculté, il faut bien sûr préciser dans quel but. La première situation, c'est dans le cadre d'un service civique. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément revenu sur Facebook. Un service civique, c'est un engagement volontaire que les jeunes entre 16 jusqu'à 25 ans peuvent faire. Rémunération, ils appellent ça une indemnité de 580 € par mois. Le service civique, on peut le faire sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, ce qui est super intéressant. Des missions d'au moins 24 heures par semaine et dans plein de domaines, genre vraiment dans plein de domaines. Là, pour le coup, je vous laisse faire vos propres recherches si ça vous intéresse, mais par exemple, il y a dans la culture, loisirs, développement international, action humanitaire, quelque chose qui est vraiment que beaucoup de gens font, citoyenneté, santé, solidarité, enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Pour vous dire, j'ai une amie qui va se reconnaître et je lui fais des énormes bisous. Elle envisage de plus en plus à faire un service civique cette année et tout simplement partir à Berlin pendant 1 an et faire une mission humanitaire auprès des réfugiés. C'est une expérience qui est extrêmement enrichissante et qui, en fait, dans tous les cas, est que bénéfique pour vous, que ce soit d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel, entre guillemets, en tout cas académique, parce que les services civiques, c'est toujours mis en valeur, c'est toujours bien vu. De faire des stages, et je crois que, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est le plus valorisant pour les masters si vous décidez de finalement retenter votre chance. Vous avez décidé de entrer de manière un peu prématurée entre guillemets dans la vie active. Je vous conseille bien sûr d'essayer de trouver un stage sur toute l'année, sur la période la plus longue que vous pouvez faire, ou
au moins 2 stages de 6 mois, montrer que vous êtes resté longtemps dans le cadre d'une entreprise ou dans un cabinet d'avocat ou que sais-je. Là de base, trouver des stages c'est extrêmement compliqué, c'est vraiment pas facile en France. Comme j'ai déjà dit, qui ne tente pas n'a rien, donc je vous encourage vivement à tout simplement envoyer partout là où vous avez envie de tout simplement faire votre stage. Tout dépend aussi des cabinets, de l'entreprise, ceux qui cherchent, etc. S'ils estiment qu'un bac+3 c'est suffisant ou pas, je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que par exemple dans les cabinets d'avocats, ils prennent tout le temps des assistantes juridiques. C'est vrai qu'il y a le côté un peu plus secrétariat, mais au moins tu te trouves dans le cabinet, tu es proche de l'avocat, tu peux également l'accompagner lorsqu'il y a des procès, etc. Et tu vois quand même également l'aspect et tu fais quelque chose et tu apprends aussi des trucs parce que du coup, au fur et à mesure du temps, il te donne plus de responsabilités. Le stage, vous pouvez le faire en France ou à l'étranger, tout est possible. Il faut que le stage soit le plus cohérent possible également avec votre projet professionnel et avec le master que vous souhaitez faire. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de faire un stage dans le domaine qui vous intéresse justement pour le master. Une autre possibilité, c'est de passer des concours en lien avec du coup le monde juridique. Il y a le CRFPA pour devenir avocat, l'ENM qui est pour les magistrats, juges, notaires, huissiers de justice. Pour les passer, il faut avoir un bac+4 actuellement. Il me semble qu'il y a eu une réforme qui va s'appliquer à partir de l'année prochaine, si je me trompe pas. On pourra passer tous ces concours que au bout d'un bac+5. Logique pour les étudiants en droit qui à l'époque n'étaient pas pris dans un M2, direct ils se lançaient, ils faisaient leur CRFPA, ils passaient leur concours et après ils retentaient leur chance et du coup ils étaient pris dans le master et en plus ils avaient le CRFPA à la poche et du coup après le master direct ils entraient dans les codes des avocats. Vous avez qu'une licence, il y a aussi des possibilités qui existent, donc il y a des formations rémunérées pour devenir greffier des services judiciaires. On peut ensuite aussi devenir conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, collaborateur de notaire, lieutenant de police, commissaire-priseur, clerc expert. Clerc expert, c'est à partir de bac+4 malgré tout. Donc il y a plusieurs choses qui existent. Maintenant, honnêtement, ça également, je l'ai trouvé sur internet, donc j'ai pas de confirmation exacte. Si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Tous les liens seront dans la barre d'infos. D'essayer d'intégrer une école de commerce. Je m'explique. Tout dépend de votre projet professionnel. Par exemple, une école de commerce ça a du sens lorsque vous vous dirigez plus vers le monde des affaires parce que dans tous les cas, l'idéal c'est de passer par l'école de commerce, par une business school à un moment donné ou un autre. Même lorsque tu es juriste d'entreprise ou que tu es avocat en droit des affaires, c'est important de quand même comprendre également ce milieu-là et pas que avoir cet aspect juridique. L'école de commerce, c'est également sélectif. C'est limite encore plus sélectif, j'ai l'impression, après peut-être je me trompe. Il faut vraiment prendre en compte, c'est le coût. Je pense par exemple à l'ENM de Lyon, qui propose un master spécialisé en juriste d'affaires internationales. Ça coûte 20 000 € si je me trompe pas. Eux, ils prennent des gens à partir d'un bac+4, mais surtout d'un bac+5. Et ils peuvent également prendre quelqu'un à partir d'un bac+3 si vraiment le dossier leur tente, quoi. Une autre possibilité, c'est de faire un master à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. C'est quelque chose qui se prépare bien avant, au moins 1 an avant. En tout cas, c'était comme ça avant, je sais pas, peut-être ça a changé. Mais avant, quand tu arrivais à valider ton master 1 en Erasmus et que tu revenais, tu pouvais directement intégrer un master 2. Du coup, vous n'êtes pas préparé à l'avance, etc. pour faire un Erasmus. Je pense que c'est toujours possible de partir à l'étranger en Erasmus pour le 2e semestre par contre. Donc vous allez partir que pour un semestre. Faire un DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire. Ça permet de vous spécialiser et d'acquérir et d'élargir aussi vos connaissances. Spécifiques, ce sont des DU qui sont vraiment ciblés sur quelque chose de vraiment particulier. C'est quelque chose qui n'est pas comme une licence ou un master, c'est-à-dire que au niveau des horaires, c'est pas aussi chargé. Ça vous permet pas en fait de valider un niveau d'études, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez validé votre DU que vous allez passer en M2 ou quelque chose de plus. C'est une plus-value que vous avez en plus.
Une autre possibilité, c'est tout simplement de faire une licence ou une formation en plus. C'est important d'être spécialisé dans quelque chose, mais c'est important de également comprendre globalement comment notre société tourne, comment elle marche, comment notre monde tourne. Le monde des affaires, quelque chose que je connais du coup vachement, où de nouveau c'est important de comprendre déjà l'économie, comment notre économie marche, fonctionne, comment l'économie des autres pays marche, comment tout simplement l'économie en général du monde entier fonctionne. Ensuite, comment fonctionne le monde des entreprises. Et pour ça, quoi de mieux que du coup faire des formations en plus ou carrément une licence en plus, ne serait-ce qu'une année. Toujours que ce soit cohérent avec votre projet pro et avec le master que vous voulez faire par la suite. Last but not least, j'ai appelé cette catégorie entre guillemets tout ce qui est bonus, c'est-à-dire que ce sont des choses que voilà, je vous encourage de faire également pendant cette année, mais que vous pouvez pas faire que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des bonus, c'est quelque chose que vous faites à côté de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Participer à des concours d'éloquence, ça clairement, de toute façon en fac de droit, ça sera toujours très bien perçu, mais de nouveau, si vous faites que ça, après, tout dépend du master aussi, mais je suis pas sûre et je suis pas certaine que ça suffit pour remonter le dossier. Vous pouvez également vous investir dans des associations en lien avec du coup le droit et le domaine qui vous intéresse. J'ai pensé au fait que vous pourriez peut-être essayer d'apporter votre aide dans le cadre de conférences, de colloques. Je sais pas si vous avez gardé un contact avec des profs et que vous savez que ce sont des profs qui organisent souvent des conférences ou des colloques, tout simplement proposer votre aide, soit carrément participer, c'est-à-dire que vous proposez tout simplement de faire des recherches sur un sujet, de présenter du coup un sujet pendant un temps limité, ou tout simplement d'aider tout ce qui est genre organisation. Et enfin, pour finir, je pense que c'est aussi l'occasion parfaite, rêver pour passer tous les examens comme le TOEFL, pour tout simplement vous certifier votre niveau d'anglais, surtout si vous vous lancez vers quelque chose de plus international. Ça vous sera demandé à un donné ou un autre, donc pourquoi pas le passer à ce moment-là. Ça se trouve, j'ai encore oublié des trucs, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de le mettre absolument dans les commentaires. J'espère qu'après cette vidéo, vous sentez un petit peu mieux, que vous sentez un petit peu plus rassuré. J'espère que vous êtes maintenant remotivé, reboosté et que vous n'allez pas vous laisser abattre. Clairement, ne vous laissez pas abattre. Vous valez mieux que ça, je vous assure. Moi, honnêtement, si personne croit en vous, vous pouvez être sûr que moi je crois en vous. La vidéo était très longue, mais de toute façon j'ai envie de dire que vous êtes des habitués, d'accord? Vous savez très bien que Cricri, blabla, on adore. Je vous fais des gros bisous et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Et confiance en vous aussi, c'est très important. Ciao!